Malgré la levée de boucliers du gouvernement, les appels à la retenue et au sens du patriotisme du président de l'Assemblée nationale, il s'est bel et bien tenu à Genève samedi après-midi une manifestation contre le président de la République du Cameroun. Les échos de cette vive protestation font la une de la presse internationale. À la une du journal Sputnik, une brève visite privée du président camerounais en Europe met le feu aux poudres. Le site d'information de la télévision suisse constate que plus d'une centaine de Camerounais protestaient samedi sous bonne garde contre la présence du président de leur pays à Genève. 4 heures après le début de la manifestation, les opposants ont tenté à plusieurs reprises de forcer le cordon policier qui mène à l'hôtel intercontinental. Des forces de l'ordre ont répondu à coups de canon, de grenades et de gaz lacrymogène. La manifestation contre Paul Biya tourne à l'émeute, titre la Tribune de Genève. Selon ce journal, ses opposants accusent la Suisse de protéger un chef d'État qu'ils jugent responsable de la malgouvernance, du bilan désastreux de la crise anglophone, du recul des droits civiques et libertés politiques et des dérives totalitaires. À l'écart de ce groupe de manifestants, ce journal genevois note que plusieurs Camerounais favorables au chef de l'État dénonçaient des anarchistes en présentant Paul Biya comme le meilleur président. Dans les colonnes de la presse camerounaise, le journal à capitaux publics a qualifié cette manifestation d'antipatriotique et relayé à sa une les propos du porte-parole du gouvernement condamnant des actes qui portent atteinte à la personnalité du président de la République, aux institutions qu'il incarne et à l'image du Cameroun. Selon le quotidien Émergence, cette attitude du gouvernement appelant à la retenue et au calme trahit un manque de sérénité et une panique. Au lendemain de cette manifestation contre le chef de l'État à Genève en Suisse, des questions fusent. Comment qualifier cette protestation des activistes de la diaspora ? S'agit-il d'un cri d'alerte sur la détérioration de la situation politique ou alors un acte antipatriotique ? Parmi les revendications de cette diaspora, il y a entre autres la résolution de la crise anglophone, la libération de tous les prisonniers politiques, les exigences de transparence sur la gestion des fonds de la Cannes 2019 et du Covid-19, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Que valent ces revendications dans un contexte politique où des tensions s'exacerbent au fil des jours? Entre le pouvoir et l'opposition, il se dessine également un bras de fer sur le système électoral. Des leaders de la plateforme des partis politiques, des organisations de la société civile ont adopté cette semaine un document d'amendement du code électoral actuel pouvant garantir un minimum de consensus autour du système électoral. Après ce travail technique, le gouvernement sera-t-il prêt à intégrer ces propositions pour éviter de nouvelles contestations électorales? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Joseph Lavoisier-Tsapi, maire adjoint à Bafoussam Ier, cadre politique du SDF. Il fait partie du Conseil juridique national de cette formation politique. Maître Lavoisier-Tsapi, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les copanélistes. Je voudrais adresser un bonjour spécial à notre secrétaire général, l'honorable Jean Tsomelou, qui en ce moment est en train de lancer un gigantesque meeting de remobilisation, de redynamisation des structures du SDF à Bouda. À partir de là, il va parcourir tout l'Ouest et même parcourir les autres régions du Cameroun pour redonner au SDF le souffle nouveau qu'il lui faut pour aller à des nouvelles conquêtes. Donc je souhaite un très bon meeting à mes camarades. J'aurais bien pu être là, mais les exigences de la lutte pour la démocratie ne m'ont pas permis à être là. Je leur souhaite un très bon meeting et je crois que les prochaines étapes, je serai de tout cœur avec les autres militants du SDF. Merci d'être avec nous ce dimanche sur le plateau de Droit de réponse. Il est également avocat au barreau du Cameroun depuis plus d'une trentaine d'années, militant du RDPC. Maître Emmanuel Pincy est avec nous. Maître Emmanuel Pincy, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à vous millions de
téléspectateurs, je tiens d'abord à adresser mes salutations à mon ami et confrère Sapi, que j'aime beaucoup. Merci, grand frère. Que je respecte, bien que nous ayons des opinions politiques qui soient différentes, mais il nous arrive de temps en temps d'avoir des points de convergence. Je tiens également à saluer tout le plateau, le panel, et je voudrais dire que nous allons ici, dans cette affaire aujourd'hui, le faire avec beaucoup de sérieux, pour expliquer ce qui se passe réellement en Suisse, tout en vous disant quelque chose que, lorsque j'ai été à Genève, il y a à peu près 30 ans, il y a une procédure qui s'appelle attentat à la paix des morts. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller même manifester dans un cimetière, comme souvent font des gens. Vous allez, par exemple, ceux qui vont porter atteinte, dégrader les cimetières juifs et autres, il y a une procédure pour poursuivre ceux qui atteintent à la paix des morts. Et nous parlerons de cette manifestation plutôt contre le chef de l'État, c'est le fil Ariane de cette émission. Sur le plateau de droit de réponse, un cadre politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Pierre-Emmanuel Bignam est avec nous. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous mes compagnons, bonjour aux millions de téléspectateurs de l'émission dominicale Star du Cameroun de l'Afrique centrale, droit de réponse, et bonjour également à toute la diaspora camerounaise. Je vais planter le décor sur ce plateau pour préciser que je représente le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est un parti politique, un parti républicain et responsable. Je ne suis ni de près de loin le représentant d'un mouvement syndicaliste ou d'un mouvement, je veux dire, d'activistes sur ce plateau. Et cela valait la peine que ça soit précisé avant qu'on ne poursuive le débat. Sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, il est éditorialiste quotidien, La Nouvelle Expression, et consultant sur droit de réponse. Edmond Kamga est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Moufélé, je salue tous les co-panélistes. Je renouvelle une fois de plus mes amitiés sincères et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Je dis bonjour à tous les Camerounais et Camerounaises de la diaspora, ainsi qu'à tous les citoyens du monde, y compris tous les Africains qui sont fidèles à cette émission. D'entrée de jeu, avec vous, Maître Joseph Lavoisier de Sapi, sur cette manifestation contre le chef de l'État au sein du gouvernement, ça a été un échec, car il y a eu une faible mobilisation, un cordon de sécurité s'est formé autour de l'hôtel Intercontinental. Il y a eu cette interdiction arrivée pratiquement à la dernière minute. Mais dans l'autre camp, c'est une réussite au regard de l'écho qui est fait dans la presse internationale et la presse suisse. Quel regard portez-vous sur cette manifestation qui s'est tenue à Genève, à quelques pas de l'hôtel Intercontinental où séjournerait le chef de l'État, Paul Biya? Je pense que la manifestation des Camerounais de la diaspora hier à Genève a été un retentissant succès. Un retentissant succès parce que le simple fait que les Camerounais se mobilisent pour exprimer ce qu'ils pensent de la gouvernance dans notre pays, c'est déjà un succès. Un succès parce que nous sommes quand même dans un pays où la liberté d'expression se vit et n'est pas étouffée comme au Cameroun. Une telle manifestation n'aurait jamais eu lieu au Cameroun. Vous savez ce qui se passe actuellement avec les militants du MSC, dont beaucoup sont en prison juste parce qu'ils se sont exprimés dans la rue en réclamant la fin de la guerre dans le Nozo, en réclamant un bon code électoral, etc. Il y en a qui sont en prison. Nous avons 7 militants du MRC en prison à Bafoussam qui comparaissent devant le tribunal militaire pour avoir exprimé leur opinion. Donc je pense que le président Paul Biya en Suisse était face à ses compatriotes. Et c'est des Camerounais. La plupart de ces citoyens, j'ai remarqué beaucoup de ces citoyens qui se mobilisent constamment quand Paul Biya se déplace en Suisse. Je les ai remarqués pourquoi? Parce que j'ai reconnu
les étudiants parlementaires de 1990 qui avaient exprimé leur soutien à la création du SDF, qui ont été exclus de l'Université du Cameroun. Pour avoir soutenu la création d'un parti politique, ils ont été exclus des universités du Cameroun. Ils étaient obligés de s'exiler. D'autres qui étaient pourchassés par les services secrets de l'État et qui risquaient d'être éliminés physiquement, se sont également exilés et n'ont plus jamais eu la possibilité de revenir au Cameroun. Et dans la marche du Cameroun vers le semblant de démocratie qu'on dit que nous avons dans notre pays aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres étudiants qui ont été exclus des universités d'État parce qu'ils réclamaient les meilleures conditions des enseignements dans les universités, parce qu'ils défendaient les droits des étudiants à fréquenter dans des conditions dignes. Alors ils ont été exclus, ils se sont retrouvés à l'extérieur. Comment croyez-vous que ces Camerounais, qui ont été victimes des injustices les plus inadmissibles, qui ont été victimes de la répression de leurs opinions, de la répression dans la revendication des droits légitimes, que l'État a reconnu parfois légitimes, comment croyez-vous qu'ils soient contents quand ils se retrouvent là-bas? La deuxième chose, c'est que la revendication des militants de la diaspora, c'est un succès. Pourquoi? C'est un succès parce que ces Camerounais de la diaspora poursuivent le combat que nous menons au Cameroun, au risque de nos vies. Le combat pour la démocratie dans notre pays. Ce que nous faisons au Cameroun, eux, ils le prolongent ailleurs. Et je crois qu'on ne doit pas dire que ces Camerounais-là, c'est des activistes, c'est des terroristes, ou ça, ou ça. Le président de la République exerce un mandat public. Il est un peu l'employé du peuple camerounais. Il est l'employé, il est au service du peuple camerounais. Et dans toute démocratie, le chef de l'État, il a des droits. Il a droit à un congé annuel comme tout employé. Si le chef de l'État prend son congé, qu'on dise aux Camerounais que le chef de l'État a pris un congé qui va de tel jour à tel jour. Pendant son absence, tel va assumer la charge de l'État. Les Camerounais doivent le savoir. Si le chef de l'État est malade, la maladie du chef de l'État, ce n'est pas un crime. Ça ne doit pas être non plus un secret d'État. S'il va pour des soins, il faut le dire, le président de la République se déplace pour une semaine pour des soins médicaux. Les Camerounais doivent savoir si leur chef d'État se porte bien ou mal. C'est un devoir d'informer les Camerounais. Et vous savez que, particulièrement, le régime du Renouveau adore faire de la santé du chef de l'État un secret d'État. Et vous avez vu que le feu journaliste Puj Njawé avait été emprisonné pour s'être questionné si le chef de l'État a eu une attaque cardiaque ou pas lors des matchs de football. Il a fait 9 mois à la prison de Nubel. Et c'était regrettable. Donc je pense que cette manifestation-là, c'est des patriotes qui s'adressent à leur chef de l'État. Et à mon sens, ce que le gouvernement devait faire, parce qu'on vous parle du droit de l'homme, on vous parle du droit du chef de l'État, personne n'a contesté ce droit-là. Mais si des Camerounais de l'extérieur sont mécontents, il faut que le chef de l'État les reçoive. Qu'on leur dise, faites une délégation, vous qui êtes fâchés, venez, on discute sur quoi vous êtes fâchés, et puis on voit quelles sont les solutions. Donc, on va parler de ces sujets qui fâchent entre la diaspora et le gouvernement camerounais, mais avant, oui, j'aimerais avoir la réaction d'Edmond Kamgia. À la une du journal Cameroun Tribune vendredi, c'était une manifestation contre le chef de l'État qualifié d'antipatriotique en reprenant un condensé du communiqué du ministre porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, estimant que ceux qui s'attaquent au chef de l'État s'attaquent au Cameroun et ternissent l'image du pays. Comment avez-vous apprécié entre ce qualificatif accordé à cette manifestation et le fait qu'elle se soit tenue samedi soir? D'abord, le qualificatif qui est donné à cette manifestation par le quotidien Cameroun Tribune ne nous surprend guère. Cela correspond à sa ligne éditoriale. C'est un journal pro-gouvernemental qui accompagne et relaie les propos et les actions du gouvernement. Quand ils disent que c'est une manifestation antipatriotique, libre à eux. Vous savez, chaque média a sa ligne éditoriale. Mais ce qu'il faut dire derrière les termes antipatriotique ou patriotique, c'est de dire en réalité que nul n'a le monopole du patriotisme. Ce n'est pas parce que des Camerounais
de l'extérieur, de la diaspora, manifestent qu'ils seraient antipatriotiques. Mais c'est quoi donc le patriotisme? C'est l'amour de la patrie. La manifestation est un droit fondamental que l'on l'exerce au Cameroun ou ailleurs, et notamment dans les pays d'accueil qui sont des démocraties bien connues dans le monde. Dans les systèmes, dans tous les ouvrages de systèmes et traités politiques, on sait que les démocraties européennes sont suffisamment plus avancées que les démocraties en Afrique. Donc, en réalité, il y a un questionnement à faire sur la notion de patriotisme. Nul n'a le monopole du patriotisme et on ne peut pas qualifier un autre Camerounais parce qu'on ne partage pas son opinion en disant qu'il est antipatriotique. Parce que j'ai tendance à lire et à entendre de certains militants du RDPC, quand ils parlent du patriotisme ou de l'antipatriotisme, ils donnent l'impression qu'on est patriote lorsque on obéit et on suit tout ce que le président national du RDPC dit, qui par ailleurs est président de la République. Et cette confusion renforce l'amalgame, qui fait en sorte qu'on a du mal à saisir. Si, lorsque les Camerounais critiquent de manière acerbe ou critique, interpelle le chef de l'État, c'est le président national du RDPC ou le président de la République. Donc cette confusion qui est entretenue ne facilite pas une meilleure compréhension de la notion de patriotisme. Mais en réalité, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Et chacun est libre d'exprimer ses idées. Et Paul Biya lui-même l'avait dit en 1983, qu'on n'a pas besoin d'aller au maquis pour exprimer ses idées. Maintenant, pour la manifestation, la nouvelle manifestation qui s'est déroulée samedi à Genève, c'est au moins la troisième du genre. Mais cette fois-ci, la mobilisation a eu un écho retentissant. Parce que, il faut le dire, la presse internationale, et vous l'avez dit dans votre propos liminaire, en citant les médias, presse écrite comme médias audiovisuels, qui ont assisté en direct et relayé l'information sur cette mobilisation, cet événement de Genève, montre qu'il y a eu véritablement un coup médiatique de la part des Camerounais et Camerounaises de la diaspora qui se sont mobilisés pour dire non à un certain nombre de choses au Cameroun, pour décrier les dérives politiques et antidémocratiques, des dérives qui font en sorte que le Cameroun ne soit plus considéré à l'intérieur comme à l'extérieur comme un état de droit. Parce qu'il faut remettre sur la table les thématiques qui ont été mises en avant par ceux qui se sont mobilisés à Genève. Qu'est-ce qu'ils critiquent? Ils demandent la libération de tous les prisonniers politiques. Ils sont au moins 155 dans nos prisons, dans la plupart de nos villes. Douala, Yaoundé, Bafoussam, ils sont dans d'autres villes du pays. Ils demandent également la réforme du système électoral. Ils demandent la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et la résolution pacifique, n'est-ce pas, de la crise anglophone. Ils demandent et souhaitent également qu'il y ait un audit sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui a glissé, parce que cette CAN, qui aurait dû être organisée en 2019, a glissé pour peut-être, je préfère bien dire peut-être, janvier 2022, parce que toutes les conditions ne sont peut-être pas encore réunies et la CAF n'a pas encore dit son dernier mot pour l'organisation de la CAN qui devrait se dérouler en janvier 2002. Donc pour toutes ces raisons-là, on voit bien que les Camerounais, nos frères et sœurs de l'extérieur, se sont dit, nous ne pouvons pas rester silencieux et indifférents lorsqu'au Cameroun, il y a des dérives et lorsque les Camerounais à l'intérieur du pays manifestent, ils sont systématiquement arrêtés, jetés dans les prisons, jugés non seulement dans les tribunaux de droit commun, mais également, ils se retrouvent devant les tribunaux militaires. Et on voit bien, quand je disais tantôt, plus de 150 personnes emprisonnées pour avoir eu soit l'intention de marcher et ont été arrêtés ici et là, dans leur maison, dans des enceintes privées au public, mais d'autres qui ont marché pour les raisons que j'ai évoquées tantôt et pour lesquelles les Camerounais et Camerounaises de la diaspora ont dit non en manifestant de manière bruyante à Genève devant l'hôtel intercontinental où ils ont pu faire passer le mot. Et je voudrais également ajouter que cette mobilisation n'aurait peut-être jamais eu lieu
Si au Cameroun, le gouvernement, l'ensemble des ministres, notamment ceux qui gèrent les libertés publiques et individuelles, laissaient la possibilité aux formations politiques non seulement de manifester conformément aux lois, aux règlements et à la Constitution, et en vertu de tous les conventions et traités que nous avons signés, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui renforce le caractère inébranlable de la liberté de manifester. On ne devrait pas arrêter quelqu'un parce qu'il a manifesté, parce qu'il suffit de déclarer. Et même si ce n'était pas déclaré, parce que l'article 45 de la Constitution au Cameroun fait en sorte que les traités et conventions, lorsqu'ils entrent en vigueur, ont une autorité supérieure aux lois, on n'aurait jamais dû arrêter qui que ce soit. Il y a le deuxième point, c'est que les partis politiques ne peuvent même pas se réunir librement, y compris dans leur siège. Donc, c'est tous ces obstacles-là qui sont faits, non seulement par des formations politiques, mais également à la société civile, qui ne peut pas manifester librement également, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que les formations politiques. Je parle des associations de la société civile qui ne peuvent pas manifester librement, qui ne peuvent pas se réunir librement, qui sont victimes de cet ostracisme. Il n'y a que le RDPC, je dis bien le parti au pouvoir, lui seul a la possibilité de manifester librement, lui seul a la possibilité de se réunir librement, et ce n'est pas de nature à rassurer sur ce que le gouvernement clame à l'extérieur comme étant un pays qui connaît la démocratie apaisée. Après vous, Edmond Kamgia, j'aimerais avoir la réaction de Pierre-Emmanuel Bignam. Il y a eu cette attitude du secrétaire national à la communication du comité central du RDPC qui qualifie ces Camerounais de la diaspora d'agitateurs qui ont opté pour le sentier de la rue, de la haine et des colibets, des invectives, avec pour objectif de jeter l'opprobre sur le chef de l'État qui a pourtant apporté le changement au Cameroun et qui s'engage toujours à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Qu'est-ce que vous en pensez? Le secrétaire général à la communication du comité central du RDPC est dans son rôle. C'est normal qu'il ait cette position-là parce qu'il doit défendre l'image de son parti, l'image du président national de son parti. Comme Edmond disait tout à l'heure, ils ont travesti la vérité, de sorte qu'ils ont défini le patriotisme pour quiconque n'est pas de leur camp, n'est pas patriote, il est antipatriote, et tous ceux qui sont de leur camp et qui soutiennent les actions du président national du RDPC et du président de la République Paul Biya est patriote. Et ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, il faut que les Camerounais qui nous suivent le sachent. Actuellement à Cuba, la diaspora cubaine est en train de manifester aux États-Unis d'Amérique, sur le sol américain. Et au sein de cette même diaspora, il y a deux tendances. Il y a une tendance pro-gouvernementale et il y a une tendance qui dénonce la souffrance que le régime de Cuba a imposée aux Cubains. Donc, on ne peut pas avoir tout le monde aligné pour apprécier une action qui est menée par les Camerounais de la diaspora. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a suivi, comme toutes les formations politiques et comme tous les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur, ce qui s'est passé à Genève hier. La première chose que je vais dire ici, c'est que c'est une situation triste parce que il y a une parole qui dit, une parole biblique. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Moi, je suis imitateur de mon président national, président élu Maurice Kamto, qui est un homme de paix et qui, toujours dans ses discours, a eu l'habitude de dire que si le président Paul Biya échouait à une élection présidentielle, comme c'était le cas de celle de 2018, qu'il allait lui assurer une sécurité et une retraite paisible. Donc c'est un monsieur qui est un homme de paix. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas un parti politique qui prône la violence. Donc c'est une situation quand même qui est déplorable. Moi je préfère le dire ici d'emblée avant d'avancer, parce que s'il est avéré que le président Paul Biya est allé en Europe
pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire que humanitaires, il est libre d'aller se soigner où il veut dans le monde entier. Il est libre de prendre ses congés où il veut dans le monde entier, comme il veut, quand il veut. Et de même que les Camerounais, que ce soit de l'intérieur de la diaspora, sont également libres de manifester leur ras-le-bol comme ils veulent, où ils veulent et quand ils veulent, selon ce que la Constitution de notre pays le permet, parce que les manifestations sont un acte constitutionnel. C'est une expression de la démocratie. Alors, il faut que les Camerounais qui nous suivent sachent également que ce que nos frères de la diaspora sont en train de faire n'est pas nouveau sous les cieux. Ce n'est pas nouveau. Dans l'histoire de la décolonisation en Afrique, on a connu des associations comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui a été créée en 1951 et qui a été dissoute par un gouvernement français en 1980. Cette fédération ou cette association d'étudiants étaient des gens qui ont lutté pour la décolonisation de l'Afrique et pour l'indépendance. Et même la période post-indépendance, ils ont lutté contre le néocolonialisme. Et c'est dans cette mouvance que des écrivains ou des étudiants, des intellectuels comme Mongo Betty camerounais ont fait des publications pour décrier et dénoncer la malgouvernance qui suivait la période après l'indépendance en Afrique et particulièrement au Cameroun. C'est pour cela qu'il a écrit l'un de ses ouvrages, La main basse sur le Cameroun, qui a été publié en 1972 et qui a été censuré par le gouvernement français sous la pression du gouvernement camerounais à l'époque. Donc, les Camerounais de la diaspora, les Africains de la diaspora ont toujours eu à s'intéresser, que ce soit directement par des associations ou des mouvements syndicalistes ou des mouvements d'activistes ou même des partis politiques, ils ont toujours eu à contribuer à la vie politique de leur pays en dénonçant la malgouvernance, en dénonçant les privations de libertés individuelles et collectives, en dénonçant la misère qui sévissait dans leurs États, que ce soit au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et même en Afrique du Nord. Nous connaissons tous le rôle que la diaspora algérienne a joué dans la guerre d'Algérie. Et nous connaissons tous également le rôle que la diaspora algérienne a joué dans le régime de Bouteflika. Ils ont fait des manifestations gigantesques, non seulement à Paris, mais dans toute la France et en Europe. Nous savons le rôle que la diaspora sud-africaine a joué contre l'apartheid. On a vu des éminents écrivains, des intellectuels comme André Brink, qui avait, pendant son séjour en France, il a fait des publications, en l'occurrence Une saison blanche et sèche, qui dénonçaient les mauvaises pratiques de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, les Camerounais de la diaspora sont dans le même sillage de dénoncer les maux qui minent leur pays aujourd'hui. Et on ne peut pas les empêcher de le faire. En même temps qu'eux-mêmes ne peuvent pas empêcher le président de la République, Paul Biya, de se déplacer partout où il veut, parce que c'est le chef de l'État. Maintenant, je reviens sur une situation qui peut justifier la réaction de nos frères de l'autre côté. Tant que la malgouvernance continue à ramper au Cameroun, tant que la misère continue à miner les familles au Cameroun, tant que le régime en place continue de priver les Camerounais de libertés individuelles et collectives, tant que la justice sociale continue à être mise à part dans la société, mal gérée, les Camerounais vont manifester. Ceux de l'intérieur ont envie de manifester. Nous déposons souvent les déclarations de manifestation publique parce que nous sommes dans un régime déclaratif. Mais Dieu seul sait que 80%, plus de 80% des demandes de déclaration de manifestation publique des partis d'opposition au Cameroun sont rejetées systématiquement. Et face à une telle situation, ça peut s'expliquer, la réaction de la diaspora actuellement, parce que les jeunes qui sont ici et qui sont des jeunes militants des partis politiques d'opposition, dont on interdit tout le temps de manifester, lorsqu'ils traversent le désert à pied, ils arrivent au Maroc, ils se battent, ils réussissent à entrer. Le seul réflexe qu'ils ont lorsqu'ils se retrouvent dans les pays de liberté, où les libertés individuelles et collectives sont protégées et promues, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils rejoignent les mouvements d'activistes qui sont libres de manifester sous d'autres cieux.
Et puis, immédiatement, ils se retrouvent en train de manifester quelque chose qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de faire dans leur pays. Donc, je pense que les Camerounais de la diaspora qui sont en train de faire ce que nous avons vu hier à Genève ont le droit de le faire. Ils sont libres de le faire. Et le président Paul Biya, qui est actuellement à Genève aussi, est libre de se déplacer et d'aller où il veut. Une manifestation, Maître Emmanuel Pincy, qui a sémé la panique au sein du gouvernement. On a vu une série de communiqués, d'interpellations, d'appels à la retenue, au calme, à plus de patriotisme de la diaspora. Pour la presse camerounaise, cela trahit une panique au sein du gouvernement à la suite d'une manifestation de plusieurs Camerounais de la diaspora critiquant la gouvernance du Cameroun. Quel regard portez-vous sur ce mouvement qui a eu lieu à Genève? C'est délicatement de répondre. Je voudrais dire que la parole est donnée à la défense, puisque nous avons eu un réquisitoire de 35 minutes. 35 minutes que j'ai noté sur un réquisitoire de 2 partis d'opposition et de Edmond qui est connu comme l'éditorialiste qui a des piques toujours contre le gouvernement. Donc sur ces 35 minutes, j'espère que je ne vais pas passer 35 minutes à répliquer point par point, sinon vous n'aurez pas d'émission. Donc j'essaierai d'être court et concis et commencer déjà à vous dire la vérité sur ce qui s'est passé à Genève. Les manifestants camerounais avaient prévu qu'il serait 5000. Ils ont été une centaine. Ça veut dire que ça a été un échec total. Deuxièmement, et c'est ce que vous n'avez pas dit, cette manifestation a été interdite par le gouvernement suisse à la requête du ministre directeur de cabinet civil qui a saisi les autorités gouvernementales suisses qui ont interdit cette réunion, cette manifestation. Donc il y a eu interdiction de l'administration. Mais est-ce que les Camerounais ou leurs amis, parce que dans cette affaire-là où vous avez quelques pelés et 3 tondus, vous avez des gens qui ne sont même pas Camerounais. Le Calibri, Calabro, je ne sais pas comment il s'appelle, ce n'est pas un Camerounais. Donc ces personnes-là ont commencé à braver la police. Parce que je vais vous raconter une histoire sur ce qui se passe en Suisse, parce qu'on ne connaît pas la Suisse. En Suisse, il n'y a quasiment pas de manifestation. Moi, j'ai mon frère qui était un médecin, chef de clinique adjoint à la maternité à Genève, et je vais en Suisse depuis les années 70. Donc, je connais très bien la Suisse. Il n'y a quasiment pas de manifestation. Un jour, je me souviens, j'étais à Genève, il y avait, je crois, dans toute la ville, il y avait 10 chômeurs. Donc il y avait quelques pancartes de 10 personnes qui marchaient et ça a attiré la foule parce qu'on n'avait jamais vu ça. Les grands-mères sortaient, mais il y a 10 personnes qui défilent, qu'est-ce qui se passe? Donc vous imaginez que 100 Camerounais qui arrivent face à la police, à la gendarmerie, aux forces de l'ordre, qui balancent aux forces suisses des œufs pourris, tout ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire une attitude même sauvageonne de ces personnes-là. Pourquoi faire? On vous dit, monsieur, on vous interdit cette manifestation parce qu'on connaît vos débordements. Effectivement, les manifestations qui ont souvent lieu au Cameroun ont des débordements. On a vu des débordements lorsque une manifestation a eu lieu. D'ailleurs, déjà celle je crois que c'était février 2008. On a vu des gens qui ont saccagé les magasins. Je me souviens, j'avais un client qui avait un magasin d'ordinateurs. On a tout volé. Donc, c'est-à-dire les scènes que vous trouvez, comme en Afrique du Sud, les gens en train de tout piller, c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire ce sont les débordements qu'on interdit, parce que vous n'avez pas comme, je dis en Occident, vous n'avez pas un service d'ordre qui contrôle les manifestants et que ça porte atteinte à ceux qui veulent faire des affaires et réussir. Donc, il y a une protection par le gouvernement des commerçants et de ceux qui veulent faire des affaires. C'est pour ça que ces manifestations-là peuvent être autorisées. Mais à partir du moment où le jour où l'opposition aura un service d'ordre pour contrôler et manifester dans le calme, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une réaction qui va changer. La deuxième chose que je voudrais dire, parce que je l'ai rappelé, les débordements ont eu lieu. C'est pour ça qu'on a parlé en Suisse. La Suisse est un pays calme. Je peux vous dire, à Genève, vous pouvez marcher toute la nuit, vous ne pouvez même pas trouver quelqu'un. Et je vais raconter une anecdote à Genève pour savoir comment c'est un pays qui est tellement strict. Lorsque vous garez votre voiture,
lorsque vous mettez votre pièce, vous ne pouvez mettre la pièce que pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, la police passe. Vous devez déplacer votre voiture. Votre voiture ne doit pas être au même endroit. Sinon, on vous met une contravention. Ce n'est pas comme en France où vous pouvez mettre la pièce, rester toute une journée. Donc ça veut dire que c'est un pays où on surveille les bandits, les voyous et ceux qui font les débordements. Et l'image que les Camerounais ou ceux qui étaient avec eux ont donné est une triste image de quelques sauvageons. Parce que ce n'est pas ça la manifestation. Pourquoi faire? Alors, vous voulez atteindre, parce qu'ils avaient dit qu'ils vont aller chasser le président de la République. C'est ce qu'ils avaient d'abord dit. Bon, ils l'ont chassé, ils ne l'ont pas chassé. Est-ce que le président les a vus? Il ne les a pas vus. Il était dans sa suite à l'hôtel Intercontinental et vaquait à ses occupations. Alors tout à l'heure, on est dans les spéculations, il est malade, on ne sait pas très bien, hein, c'est ça qui dérange, on ne sait pas très bien. Le président est un homme libre et il va en Suisse comme les autres vont ailleurs. Moi, quand je vais en France ou ailleurs, je ne demande pas, je ne vais pas faire de la publicité que je vais aller voir telle ou telle personne. Il est libre comme tout Camerounais d'aller où il veut. Donc, ce qu'il y a, et je voudrais le dire aux Camerounais, les Camerounais veulent manifester, monsieur. Pourquoi? Parce que vous avez sorti tout à l'heure un certain nombre de choses. La première chose, il faut changer le code électoral. Ah! Que nenni! Vous allez changer le code électoral en manifestant? Le code électoral est une loi. Si vous voulez changer une loi, c'est à l'Assemblée nationale que ça se change. Et si vous devez aller à l'Assemblée nationale, il faudrait que vous ayez une majorité qualifié, c'est-à-dire que les électeurs camerounais, que les Camerounais vous élisent. Et c'est lorsque vous avez le maximum d'élus, la majorité absolue, que vous allez changer la loi. Ce n'est pas en marchant dans la rue, en vociférant, en balançant des bouteilles, les œufs pourris en Suisse, qu'on va changer la loi à l'intérieur du Cameroun. C'est une manifestation absolument, je dis, inutile. Mais pourtant, elle a fait réagir le gouvernement, l'Assemblée nationale, le gouvernement doit réagir. Le RDPC. Si elle était aussi inutile, pourquoi il y a eu autant de réactions avant la manifestation? Mais c'est une image triste que l'on donne aux Camerounais. Vous savez, les Camerounais, à l'extérieur, ce sont des personnes qui, dans le temps, étaient respectées. Or, actuellement, vous avez une lumpen prolétariat de personnes qui arrivent en France qui sont des voleurs, des bandits, des gardiens de nuit, qui savent rien faire, qui passent leur temps à violer les filles, à faire n'importe quoi. Mais non, c'est eux qui défilent. La plupart des personnes qui sont là n'ont même pas de travail. Vous ne pouvez pas concevoir que quelqu'un comme mon ami Tchapi, ou bien même Bignam, qui travaille, qui a un travail, qui quitte là où il se trouve, pour prendre, d'abord, je ne sais pas s'il peut prendre le TGV, c'est 150 €. Aller au retour, ils n'ont pas d'argent. Ils vont essayer de faire des stops. Et il prend l'avion. Il va prendre l'avion. Il n'a pas d'argent pour payer. Ce sont des gens qui n'ont rien, qui m'ont dit, il faut d'abord qu'ils vivent. Ils sont peut-être 6-7 dans une chambre de bonne, au 9e étage. C'est vrai qu'ils peuvent manifester parce qu'ils sont dans une situation difficile. Mais ceux, les Camerounais qui vont à l'extérieur pour avoir une meilleure vie, qui se battent pour travailler, vous ne les verrez pas. C'est pour ça qu'il n'y avait qu'une centaine de personnes. Donc, il faut relativiser le nombre, le succès de cette action. Je vous ai dit que l'impact que cela a eu, c'est parce qu'en Suisse, il n'y a pas de manifestation. 10 personnes font la une des journaux. Je vous assure, à Genève, qui défilent. 100 personnes qui envoient des œufs pourris, qui bagarrent contre la police, etc. C'est quelque chose qui est jamais vu. Et je vous dis que pour l'image des Camerounais, c'est une mauvaise image. Donc ce n'est pas bon pour tous ceux qui veulent aller à l'étranger. Le gouvernement est obligé de réagir, parce qu'il s'agit quand même de l'image du pays. Bon, vous voulez changer le régime, mais allez aux élections et gagnez. Ce n'est pas avec les 3,34% que le SDF a eu qu'il y aura du changement. Ce n'est pas avec les 0 députés, 0 conseiller municipal, 0 sénateur, 0 conseiller régional que le MRC va dire qu'il est le plus grand parti politique, puisqu'il est même dépassé par le petit parti politique de Cabral Libye. Alors il faut être sérieux, il faut le relativiser. Ceux qui ont été intelligents, comme Cabral, il a demandé aux gens de s'inscrire sur la liste électorale. Et il en a tiré des fruits, puisqu'il est maintenant député.
Donc il faut faire très attention. Nous sommes en démocratie. Et ce qui est très important, il faut le dire ici et le souligner avec force, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites ici, bavarder ici, mon frère Chapi, mon ami. Si c'était du temps d'Aïdjo, on vous aurait piqué là et on vous allait vous envoyer à Tchorere ou à Yoko. Et justement, en restant sur ce point, malgré l'interdiction qui a été formulée contre la manifestation à Genève, il y a eu les organisateurs qui ont introduit une requête auprès du tribunal administratif et samedi, la police a encadré la manifestation. Il n'y a eu aucune arrestation. Ils ont pu manifester dans les temps impartis lors de la première autorisation et ils sont rentrés chez eux. Comment appréciez-vous cette attitude des forces de l'ordre? Est-ce qu'au Cameroun, il pourrait y avoir une même attitude quand il y a des personnes qui désirent descendre dans la rue pour exprimer leur opinion politique? On est en Suisse. D'abord, la Suisse, c'est un pays où il y a très peu de prisonniers. Il n'y en a même pas, puisque... Non, je ne parle pas, il y a des prisonniers. Il n'existait pas de prison en Suisse. Non, moi je connais des gens qui sont allés en prison en Suisse pour un certain nombre de malversations. Donc ça existe, des gens qui peuvent aller en prison en Suisse. Il existe un code pénal en Suisse, je te le rappelle. Ce que je voudrais dire, c'est que la Suisse, c'est un comportement à part. Le même comportement aux États-Unis, ça fait les Floyd, ça fait des gens qu'on tue. Donc la Suisse a un comportement différent, parce que c'est un pays d'une neutralité et les gens sont très polis. Ils n'ont jamais vu ça et ils n'ont pas l'habitude. Je vous dis que même les policiers étaient interloqués par autant de violence des Camerounais. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire comme les policiers suisses? Les policiers suisses ne faisaient que suivre les règles du gouvernement. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu... Il y a eu des personnes qui ont été interpellées, mais on ne les met pas en prison. On prend, on les identifie, après on va les exploiter, on les laisse. C'est comme ça le comportement de la Suisse. C'est différent d'un certain nombre d'autres pays. Aux États-Unis, vous balancez des œufs aux forces de l'ordre, vous pouvez avoir 20 ans de prison. C'est différent. Chaque pays a une législation qui est différente. Et aux États-Unis, si vous commettez 3 infractions, même 3 petites infractions, c'est-à-dire aujourd'hui vous allez voler un œuf, on vous attrape. Le lendemain, vous ne payez pas un taxi, on vous attrape. L'autre jour, vous allez vous lancer les œufs aux policiers, vous pouvez être condamné à vie. Donc, il y a des différentes au niveau des législations. La législation suisse, qui est un pays neutre, est un pays qui est différent du nôtre. Nous avons un comportement où les Camerounais, si vous les laissez faire, et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé. Il y a des gens, j'ai pris sur vos revendications. Vos revendications, là, ici, nous avons l'article, je crois que c'est 116 du code pénal, du code. C'est 116 qui interdit sur les manifestations, qui pose des problèmes. Donc, il y a une loi. Nous avons des lois qui sont différentes. Chaque pays a des lois qui sont différentes. Donc, nous avons des lois qui sont différentes de la Suisse. Et c'est à partir de ce moment-là, et c'est par rapport à nos lois, parce que nous sommes un pays indépendant, que nous agissons. Donc, il est normal que le gouvernement se préoccupe et dise que ce sont des comportements, moi je le dis, ce n'est pas bien qu'on se lève le matin, qu'on aille insulter le président, qu'on aille ses enfants, qu'on aille crier. Et il faut voir même la tenue de ces personnes-là. Ce n'est pas des personnes qui sont, vous et moi, en costume, etc., qui bavardent, qui font des revendications sensées, qui peuvent exister. Ils sont nombreux. Vous avez des opposants camerounais qui font des revendications, qui font des colloques, qui s'expriment et qui disent c'est plus efficace et plus porteur que ceux qui sont dans la rue. Évidemment, vous aimez le buzz et que ce soit dans les journaux, moi pas. Je souhaite tout simplement que pour ces Camerounais-là, s'ils veulent construire le pays, qu'ils rentrent ici, qu'ils voient ce qui se passe sur place. Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Parce que si vous pensez que le Cameroun n'est pas une démocratie, monsieur, vous n'avez pas bavardé. C'était ici, vous allez voir ici, avant 1982, tout ce qui bavardent ici. Il y a des jeunes, vous n'avez pas vu ça. Avant, vous prononcez même juste le nom d'Aïdjo, vous avez peur qu'on ne vous arrête le lendemain. Donc il y a une évolution qui est tout à fait sensible, il faut la saluer, et je dois dire d'ailleurs que Equinox est une chaîne qui démontre qu'il y a la démocratie au Cameroun, parce que vous êtes libre de dire ce que vous pensez, et vous autorisez également aux partis au pouvoir et à l'opposition de pouvoir discuter, mais de grâce, que de déséquilibre dans nos propos. Ce que je voudrais tout simplement, c'est que équilibrer, ne pensez pas que tout est mauvais au Cameroun et que tout est bon ailleurs.
notre pays n'est pas aussi mauvais que ça. Sinon, vous n'aurez pas autant d'étrangers qui viennent investir et s'installer au Cameroun. Après vous, Maître Emmanuel Pincy, Maître Lavoisier de Sapi, vous êtes d'accord avec le représentant du RDPC, militant du RDPC qui défend le gouvernement. Le RDPC a qualifié de bouffonnerie. Le RDPC a qualifié de bouffonnerie cette attitude des manifestants de la diaspora camerounaise. C'était un véritable échec selon Maître Emmanuel Pincy. Qu'en pensez-vous, Maître Lavoisier de Sapi? Je crois que nous avons dit tout à l'heure que cette manifestation était un succès. Et si les capitales européennes et américaines ont pu se focaliser sur cette manifestation, ça veut dire qu'elle a atteint une certaine cible. Donc elle peut avoir été un succès. Deuxièmement, contrairement à ce que dit mon grand frère Maître Pincy, nous ne sommes pas en démocratie au Cameroun. Nous avons une démocratie tatillonne et balbutiante, un semblant de démocratie. Et quand les Camerounais de la diaspora manifestent, il y a des raisons, ils ont des fondements à ça. Prenez le cas de la double nationalité qu'ils revendiquent. Vous savez qu'au Cameroun, le code de la nationalité camerounaise, c'est un texte qui date de 1968. Il est vieux de 53 ans, n'a jamais été modifié. Ce code de la nationalité dit que, à l'article 31, un Camerounais qui prend la nationalité étrangère perd automatiquement sa nationalité camerounaise. Mais une femme qui est mariée à un étranger conserve sa nationalité camerounaise. Donc, l'homme peut perdre sa nationalité camerounaise parce qu'il a pris une nationalité étrangère, mais la femme qui prend une nationalité étrangère en se mariant à un étranger conserve sa nationalité camerounaise. Ça ne va pas. Parce que la constitution de notre pays proclame l'égalité entre l'homme et la femme, l'égalité de tous les citoyens. Ce code de la nationalité, au niveau de la perte de la nationalité, institue une discrimination entre l'homme et la femme. Et nous avons présentement au gouvernement des membres du gouvernement qui ont pris la nationalité française, mais qui sont maintenus au gouvernement alors qu'ils n'ont plus la nationalité camerounaise. Vous avez au Cameroun un ambassadeur itinérant à la présidence de la République qui a pris la nationalité française, mais qui est nommé ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Donc on le considère comme Camerounais. C'est pour dire que quand ça convient au RDPC, on peut violer la loi sur la nationalité. Quand ça ne lui convient pas, si vous êtes de l'opposition, on vous fait appliquer toute la rigueur de la loi, ce qui n'est pas normal. Nous ne sommes plus en démocratie à partir de ce moment-là. Le RDPC a organisé au Cameroun le forum de la diaspora. Le gouvernement a invité les fils des pilleurs de la République pour venir faire le théâtre à Yaoundé. On a prétendu qu'ils parlaient au nom de la diaspora. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces Camerounais-là de la diaspora, invités par le régime, ont insisté pour qu'on institue au Cameroun le principe de la double nationalité. Parce que vous savez que nos frères de l'extérieur qui prennent les nationalités de leur pays d'accueil, généralement c'est pour avoir un bon travail, un bon salaire. Et l'argent qu'ils gagnent, ils le réinvestissent dans notre pays. Ça fait que le fait d'accepter le principe de la double nationalité, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire envahir notre pays par des étrangers. Non, c'est des Camerounais avant tout. Donc, vous avez donc trompé les Camerounais de la diaspora en leur faisant croire qu'on allait accorder la double nationalité au Cameroun, aux Camerounais, ce qui n'est pas fondé. Lorsque la diaspora revendique un meilleur code électoral, moi je pense qu'au Cameroun, et nous l'avons dit dans les précédentes émissions, il est surprenant que notre président de la République soit l'unique à ne pas accueillir ses opposants, soit l'unique chef d'État à ne jamais discuter avec sa société civile. Le code électoral qui est en vigueur au Cameroun, tout le monde l'a dit, c'est un code électoral unique.
C'est un code électoral qui ne favorise pas la transparence électorale. C'est un code qui est institué, qui est taillé sur mesure pour faire que le RDPC, dans des conditions de fraude qu'on connaît, peut rafler tous les sièges à l'Assemblée nationale ou dans les mairies sans que personne n'ait rien à redire. Et vous savez que c'est doublé par le fait que la magistrature n'est pas indépendante. Nos juges, dans des procès sensibles comme des procès électoraux, des procès politiques, ne donneront jamais raison à un citoyen contre le RDPC. Les magistrats ne sont pas indépendants. Les gens ont peur de leur carrière. Alors, le code électoral est unique. Pourquoi est-ce que le pouvoir refuse de s'asseoir sur la table de discussion avec l'opposition et la société civile pour revoir ce code électoral? Si, tant que vous estimez qu'il n'y a rien à changer, il faut convaincre l'opposition. Alors, cette attitude amène les gens à se révolter. Si la voie de la négociation n'est pas ouverte, qu'est-ce qui reste au peuple camerounais? C'est la voie de la violence. Et les Camerounais de l'extérieur, vous dites qu'ils sont violents, ils ne sont pas violents. Ils revendiquent un droit. Parce que si les gars projettent une manifestation et trouvent en face des gens prêts à dialoguer, ils ne vont pas marcher. Ils vont accepter le dialogue. Mais quand c'est fermé, comme au Cameroun, quand il n'y a pas de possibilité de dialogue, quand il n'y a que la force publique qui est là pour réprimer, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? On va s'attendre logiquement à ce qu'il y ait des débordements. Et lorsque vous parlez de la guerre dans le Nozo, abondamment nous l'avons démontré ici, le SDF l'a toujours dit, la guerre dans le Nozo c'est une guerre inutile. Nos soldats se font tuer inutilement. Les populations civiles du nord-ouest et du sud-ouest sont massacrées pour rien. Qu'est-ce qui coûte au chef de l'État d'ouvrir un dialogue pour mettre fin à cette crise-là? Et si les Camerounais le revendiquent et le disent, c'est de leur droit le plus absolu de dire à leur président, vous avez, vous, la possibilité, parce que c'est Paul Biya qui a déclaré la guerre aux anglophones, vous avez la possibilité de mettre fin à cette crise, que les Camerounais de la diaspora le disent au chef de l'État, je ne vois pas le crime qu'il y a là-dedans. Après vous, et donc, je pense que, au-delà de ce que les journaux gouvernementaux ou les représentants du gouvernement ont dit, il s'agit une fois de plus de la preuve de la malgouvernance qui ruine notre pays. Et cette malgouvernance, c'est ça qui a poussé ces gens à l'extérieur. Vous avez au Cameroun des gens qui ont un master 2 et qui sont moto-taximan. Grand frère, j'aimerais bien voir votre fils titulaire d'un master 2 et puis être conducteur de moto. Qu'est-ce que ça vous renvoie comme image? Ce monsieur, vous croyez qu'il est fier de faire ce travail? C'est un monsieur qui est violent. Violent parce que le système a fait de manière que même s'il est brillant, il passe un concours, on va l'écarter. Est-ce qu'on peut au profit de ceux on peut répondre sur vos thèmes, parce que si vous débordez tous les thèmes et que Bignam parle et que je parle et parle, je veux dire que vous avez parlé de la nationalité, fait qu'on réponde point par point. Les revendications voilà, parce que de la diaspora, c'est des revendications fondées. Je m'excuse. C'est les mêmes revendications que l'opposition porte depuis à l'attention du pouvoir, qui ne veut rien écouter. Alors justement, après vous, Edmond Kambia, au sein du RDPC, on estime que cette manifestation n'a pas porté le fruit escompté par les organisateurs et que les revendications n'ont pas une légitimité vu qu'elles sont portées à l'extérieur. Elles devraient plutôt être inscrites dans le cadre des institutions républicaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire une ou deux choses par rapport à la première sortie de Maître Pincy, que je respecte beaucoup. Il a dit deux choses que je n'ai pas appréciées, parce que ça ne lui ressemble pas de parler en ces termes. Il a dit que Calibro n'était pas camerounais. Il a ensuite dit que la diaspora camerounaise qui a marché était constituée de violeurs, de voleurs, de sans-emploi, de chômeurs et autres. Non. Vous avez travaillé, vécu en Europe, en France notamment. Vous savez que cette caricature ne correspond pas à l'image que l'on peut donner des Camerounais à l'extérieur. Non, pas tous. Ils sont infirmiers, ils sont médecins, ils sont ingénieurs. Ils n'ont pas défilé. Les ingénieurs n'ont pas défilé. Il n'y avait aucun ingénieur. Maître Pincy. Voilà. Ceux qui travaillent n'ont pas... Non, je voudrais quand même vous couper pour vous dire que je connais les Camerounais sérieux qui sont en France et il y en a dans de bonnes fonctions et on en parlera tout à l'heure sur le code de la nationalité. Donc ceux-là je les respecte et ils sont plus nombreux que vous ne croyez. Mais Maître vous permettez que vous ne pouvez pas connaître
toutes les professions qu'exercent tous ces manifestants. Non, mais c'est pas possible. C'est lui qui l'a dit. Il a reconnu. C'est Scapé qui a dit qu'il a reconnu quelques étudiants qui manifestaient parce qu'ils étaient une centaine. Moi-même, j'en ai reconnu. Moi-même, j'en ai reconnu. Qui sont partis. Qui travaillent. J'en ai reconnu qui travaillent. J'en ai reconnu qui travaillent. Et qui ne correspondent pas au profil que vous avez dessiné, caricaturé tout à l'heure. Vous êtes un monsieur bien élevé. Comme Tchapi, vous prenez les œufs, vous commencez à balancer à la police, ça n'a pas de sens. Maître Pincy, Edmond Kamgi a la parole. Oui, je le laisse parler. Edmond, allez-y. Qu'il ne me cite pas, qui parle. Maître Pincy, vous savez, quand vous déroulez, je ne vous interromps pas. Non, je m'excuse. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous interpeller parce que vous avez dit des choses qui ne vous ressemblent pas. Non. Vous êtes quelqu'un de très poli, de courtois, qui dit des choses généralement justes. Mais ce que vous avez dit ne correspond pas à la réalité. J'ai dit, j'ai reconnu des manifestants qui travaillent. Okay. Qui ont des emplois, qui ne sont pas des voleurs, qui ne sont pas des violeurs. Et sur Calibro, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas camerounais. Ça me rappelle un pseudo-universitaire qui a dit que le nom véritable Calibro n'était pas de souche camerounaise. Sous faux débat. Non, ça c'est. J'allais dire, c'est un nom d'emprunt, Calibro. Il a un véritable nom. Bon, donnez-le. Il est originaire du littoral. Ah bon. Calibro, il est originaire. Ça, c'est son nom d'activiste. Il est originaire, un de ses parents est originaire du littoral. Quand vous sortez le problème de la nationalité, ça me rappelle la promesse faite en 2009 lors d'un de ses déplacements en France, notamment à Bordeaux. Le chef de l'État, le président Paul Biya, avait fait des promesses à la diaspora. Il leur avait dit, on va résoudre le problème de la double nationalité. Et ce problème, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été résolu. Et je vous prends à témoin. Vous étiez, n'est-ce pas, au grand débat national. Au grand dialogue. Au grand dialogue national. Je vous y ai vu, oui, puisque je couvrais l'actualité. Et il y a même toute une commission sur la diaspora. Il y a eu des recommandations qui ont été formulées. Mais aucune de ces recommandations concernant la diaspora n'a pu être concrétisée. Ça, c'est d'un. Maintenant, je voudrais vous dire que beaucoup de Camerounais, notamment des activistes, ont des noms d'emprunt ou des noms de guerre, on peut le dire ainsi. Ils ont le véritable nom. Vous ne pouvez pas, à partir de ce plateau, dire que tel ou tel n'est pas Camerounais. Parce que ceux-là, ils pourront vous répondre. Mais je sais que Calibro, il est Camerounais. Parce qu'il a grandi à Douala. Un de ses parents est Camerounais, originaire du littoral. Moi, je donne mon nom. Hein. Pour répondre à la question qui était... Moi, je donne mon nom. Je l'ai caché. Pour répondre à la question qui a été posée par Cédric Noufélé, je voudrais dire que la mobilisation que l'on a vue à Genève, qui a suscité cette réaction négative de la part du gouvernement, et le gouvernement est dans son rôle, puisqu'il ne peut pas apprécier que des questions qui concernent le Cameroun soient ainsi présentées à l'extérieur. Mais je vais vous dire une chose. Si le gouvernement camerounais avait écouté les formations politiques, qui a posé les mêmes problèmes que la diaspora, on n'en serait pas là. S'il les avait écoutés à travers un dialogue inclusif dont parlent les formations politiques, la société civile et même la communauté internationale, chaque fois que les ONG internationales réagissent ou alors les pays amis du Cameroun. Mais il y a une chose qui aurait pu être faite, et c'est ça que je ne comprends pas de la part du Cameroun. Voyez-vous, le chef de l'État se déplace. Ailleurs, dans d'autres pays, lorsque le chef de l'État se déplace, si c'est pour des soins de santé, il y a un communiqué qui est publié. Lorsque le président nigérian est allé à Londres se faire soigner il y a quelques années, chaque fois il y a eu un communiqué pour dire qu'il est allé se faire soigner à Londres pour des raisons de santé. Ça se passe dans d'autres pays africains ainsi, y compris en Europe. Mais au Cameroun, jamais le chef de l'État, quand il s'est déplacé pour des raisons de santé, on a vu un communiqué irrelatif. Ça, c'est d'un. Et de deux, arrivé à Genève, lorsque la manifestation a été annoncée, on a vu certains toufions de la jacquerie tribale s'agiter dans des trompettes, c'est-à-dire s'agiter et commencer à dire à travers des trompettes, je dis bien des trompettes parce qu'il s'agit sur les réseaux sociaux, dans les médias écrits ou dans certains médias concurrents que je ne fais pas citer, ils agitent la haine sans que le gouvernement ne s'en émeuve.
Or, la stigmatisation d'une communauté qui ne répond pas aux préoccupations exprimées par la diaspora ne résout pas le problème. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je m'offusquais, n'est-ce pas, de la remarque au faciès. Je le dis, quand Maître Pensi parlait Calibro, qui n'est pas camerounais, mais qui est camerounais, qui ne l'est pas, c'est pas lui qui doit attribuer ou ne pas attribuer la nationalité à un camerounais. Parce que chaque fois qu'il y a des remarques qui vont dans le sens de dire que tel n'est pas camerounais, ou n'est pas nationalité camerounaise, ou tel est de telle ethnie ou d'une autre. On a vu des gens dire que c'est la meute tribale qui s'agite à Genève. Or, aussi bien dans la configuration du leadership de la diaspora qui a manifesté à Genève, on voit bien qu'ils sont originaires de toutes les régions du Cameroun. Dans le leadership, comme parmi les centaines et milliers de personnes qu'on a vues à divers endroits à Genève. Je dis bien à divers endroits, il n'était pas seulement, Maître Pensi, il n'était pas seulement devant l'hôtel intercontinental. On les a vus devant le Palais des Nations. On les a vus dans des rues à Genève. Ils étaient très nombreux. Et c'est pour vous dire qu'il est important, chaque fois, que lorsqu'un problème est posé, il faut trouver les moyens de les résoudre et non pas agiter, n'est-ce pas, le spectre soit de la nationalité, soit de la haine, soit de la dérive tribale. Qu'est-ce qu'il coûtait, par exemple, au directeur du cabinet civil, à toute la délégation qui accompagne le président Paul Biya, de dire, mes chers compatriotes, vous qui manifestez en face, nous sommes prêts à vous écouter. Constituez une petite délégation de 2 ou 3 personnes, le chef de l'État va vous écouter. Qu'est-ce qu'il coûtait de faire ça, par exemple, de manière symbolique, à Genève, prenant à témoin la police qui était présente, les personnalités qui se trouvaient à l'hôtel intercontinental. Ils pouvaient trouver un cadre, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, où on verrait une délégation de ces compatriotes-là discuter avec le directeur du cabinet civil ou avec d'autres personnalités qui accompagnent le chef de l'État pour dire, donnez-moi votre mémorandum, on va vous écouter, on trouvera le moyen de créer un espace, un cadre qui permettrait de répondre de manière plus efficace. C'est ça, cet autisme du gouvernement, cette façon de ne pas écouter, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui renforce les revendications, les manifestations et tous les actes que le gouvernement est en train de décrire aujourd'hui, malheureusement. Après vous, Edmond Kambia, Pierre-Emmanuel Bignam, les revendications de la diaspora camerounaise ayant manifesté à Genève sont infondées selon le gouvernement. C'est au Cameroun qu'il faudrait discuter de ses préoccupations, de ses problèmes, et non à l'extérieur à travers des manifestations qui ternissent, selon le gouvernement, l'image du Cameroun et portent atteinte à la première personnalité de la République. Comment vous réagissez? Le gouvernement n'est pas celui qui doit définir la façon dont les Camerounais, que ce soit de l'intérieur de la diaspora, peuvent protester face à la malgouvernance, face à la crise anglophone qui est en train de décimer nos populations, nos propres populations. Le dernier rapport de Human Rights Watch fait état de plus de 3500 morts, que ce soit du côté de l'armée républicaine, que ce soit du côté des séparatistes ou que ce soit des dégâts collatéraux causés sur les civils. Ce n'est pas le gouvernement qui doit donner un calendrier de protestation au peuple camerounais où qu'il soit. Et ce n'est aucun gouvernement dans le monde entier qui doit donner un cahier de charges à tous les peuples du monde entier d'exercer leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit d'expression et le droit de se faire entendre. Les formes de protestation sont diverses. Le peuple choisit les formes qui les conviennent et qui permettent de faire passer le message, tout simplement. Et je pense que dans le cadre de ce qui s'est passé à Genève hier, une fois de plus, le message est passé. Le message est passé. Je crois que le président Paul Biya a compris. Il a entendu. Il a entendu. Et ce n'est pas la première fois que les Camerounais, la diaspora le font, ou les Camerounais le font tout court. Il se pose aujourd'hui un réel problème
du manque d'ouverture du gouvernement camerounais face aux revendications de sa population. Mais le gouvernement lui répond qu'il y a un cadre institutionnel pour discuter de ces problèmes. Il cite l'Assemblée nationale, il cite les mairies ou les compétitions électorales qui permettraient à chaque Camerounais de pouvoir exprimer son opinion et d'engranger des suffrages lui permettant de mettre sur pied sa propre politique. Qu'est-ce que vous en pensez? À l'heure où nous parlons, la diaspora cubaine a multiplié des meetings gigantesques aux États-Unis d'Amérique pour décrier la famine qui est en train de tuer leurs compatriotes à Cuba. Ils ne sont pas passés par l'Assemblée nationale cubaine, qui est d'ailleurs un pays communiste et dictatorial. Ils ne sont pas passés par des couloirs institutionnels, ainsi de suite. C'est aux États-Unis, l'autre côté de la Californie, à 140 km de leur pays d'origine, qui sont en train de manifester que nos frères sont en train de mourir de famine du fait de la Covid d'abord, puisque l'économie cubaine était à terre avant la Covid. La Covid est venue une fois de plus enterrer cette économie. Du fait des sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique, les embargos sur l'économie cubaine. Ils ont été entendus. Les Cubains de la diaspora ont été entendus. La preuve, le président Joe Biden a promis faire un geste pour aider la population cubaine avec des denrées alimentaires et avec des meilleures conditions, voir dans quelle mesure les États-Unis d'Amérique allaient assouplir les embargos. On ne peut pas, le gouvernement camerounais ne peut pas définir un cadre par lequel le peuple doit passer pour s'exprimer. Encore que le peuple, la plupart du temps, n'a pas souvent été écouté. Une fois, je me souviens, il y a quelques années, le président Paul Biya est allé en France et il était question qu'il rencontre la diaspora camerounaise. Ce que la diaspora, nos sœurs, nos frères qui sont là-bas ont vécu, c'était lamentable. Parce que la délégation qui a été constituée pour rencontrer le président Paul Biya était 100% RDPC. Peut-être que Maître Pensy ne le sait pas. 100% RDPC. Et c'est autant de choses que les Camerounais décrivent. Le président Paul Biya est devenu une propriété d'une minorité de Camerounais qui ne représentent même pas 0,01%, qui l'ont pris en gage en tant qu'institution et qui ont pris en otage tout le pays, toutes les richesses de notre pays et ne permettent à personne d'autre d'accéder à cela, ni au président Paul Biya qui est une institution, ni à la présidence de la République, ni au bien de notre pays, ni à la fortune publique. Ils ont tout pris en otage. Mais à ce propos, Pierre-Emmanuel Bignam, le ministre de la Communication, indique que le chef de l'État n'est pas le chef d'un parti, n'est pas le chef d'un groupe, ni d'une communauté. Il est le chef de l'État, le président de tous les Camerounais. Est-ce que ça répond à votre préoccupation? Il faut d'abord dire que moi, je tiens à féliciter le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui a modéré son discours sur les récentes sorties de la diaspora camerounaise. Parce qu'il y a quelques années, il qualifiait, que ce soit lui ou son prédécesseur, qualifiait la diaspora camerounaise de ce que malheureusement Maître Pensy a essayé de rééditer, voilà, cet après-midi, les qualifiait d'une diaspora irresponsable, bandits, voleurs, machin. Mais aujourd'hui, il parle, dans sa dernière sortie, il parlait de certains Camerounais. Certains Camerounais, et lorsqu'il revient en disant que le président Paul Biya n'est pas le président du RDPC, d'une formation politique, mais de tous les Camerounais. Vraiment, c'est bien. Il faut que les paroles du ministre de la Communication soient accompagnées par des actes. Il faut une réelle ouverture. Il faut que la stigmatisation soit mise de côté et cesse. Le fait de qualifier certains Camerounais de patriotiques ou d'antipatriotiques selon qu'ils sont proches du gouvernement ou qui décrit les exactions du gouvernement
Il faut que tout cela soit mis de côté. Le tribalisme institutionnel organisé par le régime, il faut que tout cela soit mis de côté, parce que j'ai suivi dans les réseaux sociaux et j'ai vu des positions de certaines personnalités même de ce pays et d'éminents professeurs d'université qualifier tous ceux qui ont été à Genève de Bamileke. Donc il faut que ce comportement de stigmatiser les uns et les autres cesse. Ce sera des preuves que le gouvernement effectivement est en train de s'ouvrir. Nous avons vu quelqu'un qui est allé au domicile du président Maurice Kamto faire des déclarations, des insultes à l'encontre du professeur, ainsi de suite. Ce monsieur n'a pas été inquiété. Il a passé des heures devant le domicile de Kamto, l'insultant de toutes sortes d'insultes abjectes, lui et sa famille. Il n'a pas été inquiété. Nous savons que généralement, la capacité de la police camerounaise, qui est basée à Yaoundé, des forces de défense, de maintien de l'ordre qui sont basées à Yaoundé, de se déployer au domicile du président élu Maurice Kamto, est extraordinaire. C'est-à-dire les gars ont une aptitude à se déployer à son domicile avant même qu'un événement ou quelque chose ne se soit produit. Dans un délai relativement court. Mais cette fois-là, ce personnage s'est pavané, a insulté le professeur Kamto, a dit des choses. Pendant des heures, il n'a pas été inquiété. Mais je suis quand même content de constater également que le lendemain, les forces de maintien de l'ordre ont fait un déploiement de ce côté-là. Donc je veux dire que à un moment donné, il ne faut pas que le régime continue à aiguiser la haine qui est en train de se vivre au Cameroun actuellement. La diaspora pose un problème que tous les Camerounais posent tous les jours. Nous, à l'intérieur, ici au pays, nous sommes étouffés. Effectivement, nous sommes étouffés. La vérité est que si le régime en place avait permis les manifestations publiques, ce ne sont pas les Camerounais et la diaspora qui seraient en train de faire ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Nous serions en train de manifester ici au pays, légalement, encadrés par la loi, par la police, par la gendarmerie, ainsi de suite. Mais la façon dont les choses se déroulent aujourd'hui fait état de ce que le relais est pris au niveau de la diaspora. Je vous ai fait une petite démonstration. Tous ceux qui sont ici et qui sont militants de partis politiques et qui n'ont jamais eu la possibilité de manifester, lorsqu'ils se retrouvent de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils manifestent parce qu'ils se sentent libres d'exprimer leur opinion politique, d'exprimer leur ras-le-bol sur la malgouvernance du Cameroun. Donc moi je pense que globalement le message est passé. Le président Paul Biya a entendu et il sait ce qu'il y a lieu de faire. Après vous, Pierre-Emmanuel Bignam, Maître Emmanuel Pincy, oui, c'est votre attitude qui étouffe, muselle l'opposition au Cameroun et amène les Camerounais de la diaspora à multiplier des manifestations, des protestations contre le chef de l'État, mutisme, refus de dialoguer, refus de discuter avec l'opposition sur les points qui fâchent. Comme nous sommes dans le principe du contradictoire, pour que je puisse répliquer quand même sur la nationalité et d'autres tentatives de démonstration, il faudrait quand même que j'en parle. Je vous en prie. Si vous permettez. Allez-y. Après, vous allez me poser votre question. D'abord, sur la double nationalité, il faut reconnaître, et Tchapi l'a dit, le président de la République avait lui-même dit à l'extérieur que la double nationalité va avoir lieu. Qu'est-ce qui va subvenir? Personnellement, je pense que ce serait une bonne chose. De l'autre côté, vous avez d'autres personnes qui ont cru que ceux qui sont à l'extérieur allaient être peut-être des opposants, parce que je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi lorsque le président de la République dit qu'il faut qu'il y ait la double nationalité, lorsque l'on sait qu'il y a une équipe nationale, une bonne partie est formée des gens qui ont des nationalités étrangères et qui ont en même temps les nationalités camerounaises, je voudrais apporter juste une petite nuance. La perte de la nationalité n'est pas automatique. Si tu regardes les dispositions de la loi de 68, il y a d'autres conditionnalités pour pouvoir arriver à la perdre. Je n'ai pas... On pourra en discuter. Non, pour la femme mariée uniquement. Non, même pour l'homme. On n'a pas le texte là, sinon on va rentrer dans un débat que personne ne comprendra. Mais je voudrais dire qu'il y a d'autres conditions qui doivent arriver.
Mais sur ce point, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est quand même incongru que certaines occupent des postes importants dans le gouvernement, et lorsque le 14 juillet arrive, et peut-être qu'ils vont mettre... D'autres sont américains, ça c'est tout simplement, ça c'est le Cameroun. C'est une forme d'hypocrisie. Mais je voudrais dire sur ce point-là, il faut une clarification. Et je m'en veux le plus sincère. C'est qu'il faudrait qu'on arrive à le faire, parce que c'est plutôt un gain d'avoir une double nationalité, parce que vous avez beaucoup de Camerounais qui sont à l'extérieur. Moi, j'ai ma propre sœur qui était française, qui est morte en France, qui a été enterrée en France, qui est en France depuis 1949. Moi, j'ai refusé de prendre la nationalité française quand on me l'a demandé, parce que je voulais rentrer au Cameroun, j'aurais pu l'avoir. Mon père même était sujet français, j'aurais pu la demander, mais je ne l'ai pas demandé parce que je suis Camerounais et je suis rentré au Cameroun pour essayer de travailler, pour aider les miens. Si la promesse n'est pas tenue jusqu'ici, alors, est-ce que c'est parce que la diaspora fait peur? Non, c'est pour ça que je dis c'est une erreur. La peur de sa puissance financière, non. La peur de ses idées non, de plus en plus démocratiques venant des pays européens et américains où il y a la liberté et la démocratie. Si vous regardez au niveau des élections qui sont passées, les voix de la diaspora se sont portés vers le candidat Paul Biya. Mais ça, nous avons des fraudes. On sait comment ça s'est passé dans les ambassades. Non, j'en sais rien. Moi, je vous dis que... Non, j'en sais quelque chose, parce que si vous prenez le cas du Sénégal, s'il vous plaît, l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal est retraité depuis 10 ans. Laissez-moi terminer. On ne l'enlève pas. Laissez-moi terminer. Parce qu'en matière électorale... Non, laissez-moi terminer. Ce n'est pas les PV qui partent de Dakar, non pas ceux qui sont... Maître Emmanuel Boulanssi à la parole. Les élections, je fais par rapport au fromage. Et quand j'ai regardé les voix de la diaspora, parce que contrairement à ce que vous dites, il y a beaucoup de Camerounais qui sont à l'extérieur, qui votent également pour le RDPC. Tout le monde n'est pas opposant. Mais sur ce point-là, ce que je voulais dire, il y aura un apport positif que l'on puisse avoir la double nationalité, parce que des pays comme le Mali, d'autres pays, le Sénégal, c'est grâce à notre diaspora, tous les villages sont construits, etc. Ce sera un apport. Donc il est souhaitable que des réflexions soient faites au niveau... moi, je suis personnellement pour, mais je ne suis pas parlementaire. Je dis donc que moi, je pense qu'il faudrait respecter la parole du président de la République, et que cela va venir lorsque, bientôt, j'espère que ça sera fait avant la fin du mandat présidentiel, de ce mandat présidentiel en cours. C'est ce que je peux souhaiter. La deuxième chose que je voudrais dire ici, Edmond l'a dit, Edmond, tu sais que je ne suis pas tribaliste. D'ailleurs, Calabro, s'il avait donné son nom, je ne serais pas hasardé à dire qu'il est étranger. Donc, moi ici, je viens avec mon nom. Lorsqu'on est clair, on vient avec son nom. Tout à l'heure, Maître Tchapi a dit, mon nom c'est Tchapi Joseph Lavoisier. C'est-à-dire, il s'est désigné. Donc, il faudrait le faire pour plus de clarté, pour qu'on n'aille pas dans des démonstrations en disant c'est un étranger, parce que c'est un nom qui n'existe pas pour moi, c'est un nom étranger. Bon, maintenant, si vous avez d'autres moyens de connaissance, parce que pour savoir qu'il y avait tel qui travaillait dans tel ou tel, moi, je n'ai pas pu dénombrer sur cette liste des personnes, mais il faut savoir qu'à l'extérieur du Cameroun, il y a beaucoup de Camerounais qui sont très bien formés et qui aimeraient investir ici. Donc, je ne suis pas contre la diaspora, puisque moi-même, je faisais partie de la diaspora et que j'ai encore des sœurs qui sont ma famille en France depuis 1949. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Par ailleurs, sur la guerre au Nozo, je crois qu'il y a un problème. La guerre au Nozo, ce n'est pas le président Biya qui a déclaré la guerre au Nozo. La guerre au Nozo est arrivée lorsque ce jeune homme est allé brûler je crois la voiture, le camion, quelque chose du gendarme, du colonel. Donc c'est ça c'est ce qui s'est passé. Donc quand il a commencé à avoir des gens qui ont commencé à mettre le feu aux poudres. Et le président de la République, par rapport au grand dialogue auquel j'ai assisté, le grand dialogue, il y avait tout le monde. Vous étiez invité. Le SDF, quand vous dites que le président ne reçoit jamais un opposant, moi je me souviens très bien de Froundi qui a été reçu par le président de la République.
Et je crois d'ailleurs que on a vu les images. Peut-être que les images étaient fausses. La soirée de gala, c'est la réception. Il n'y a pas que celle-là. Nous avons vu également Madame Rose Frundi qui a été financée par le président, par l'État camerounais pour aller se faire soigner. Malheureusement, elle est décédée. Donc le président reçoit les opposants. Non. Peut-être que il reçoit les représentants représentatif. Mais par exemple, vous voyez par exemple, on parle de Maurice Kamto. Si Maurice Kamto, qui a eu, je ne sais pas, 11%, acceptait sa défaite et se présentait comme leader de l'opposition, en présentant ses valeurs, ça c'est pour équilibrer. Vous ne pouvez pas venir en étant jusqu'au boutiste. Vous perdez les élections. Vous allez au Conseil constitutionnel, vous écrivez vous-même, en tant que professeur agrégé, que lorsque la Cour, le Conseil constitutionnel a lu sa décision, on ne peut plus rien faire. Game is over. C'est terminé. Et vous continuez à dire, je suis président élu, mais le président élu est incapable d'appeler la police pour garder sa maison. Il commence à se plaindre. Il y a un individu qui est venu bavarder devant moi, alors que c'est moi le président. Il faut arrêter ce folklore. Donc si vous voulez être sérieux, à ce moment-là, on sera sérieux avec vous. L'autre chose également qui concerne la réception, il faut savoir comment ça se trouve. Edmond, les hôtels 5-6 étoiles comme Intercontinental, vous n'arrivez pas comme ça et vous allez vous asseoir dans le salon. Il faut d'abord louer le salon. Et en plus avoir des gens qui viennent. Si des gens ont peut-être un mémorandum. Mais vous avez vu, on a parlé des gens. Il y a ces centaines de personnes, vous voyez comment ils étaient même habillés. Vraiment, ça faisait honte. Des autres étaient par terre, faisaient n'importe quoi, balançaient les œufs. Mais ce n'est pas les gens qui sont venus pour dialoguer. Et on ne dialogue pas avec le président de la République sans demander une audience. Donc, vous avez fait l'école de diplomatie. Vous demandez d'abord une audience. La première chose, vous faites venir insulter le président et vous dites qu'il faut qu'il vous reçoive et il faut Le président a déjà accordé l'audience à qui? À personne. Non. À quel Camerounais? Je vous dis, il y a un problème de procédure. C'est la procédure. Non, on n'engage pas parce qu'on connaît la suite. Non, tu ne me laisses pas parler. Oui, vous avez dit que vous voulez que le président vous reçoive. Pour que le président vous reçoive, il vous fait une demande d'audience. Et dans une audience avec une délégation qui est connue, vous passez peut-être par le directeur de cabinet civil, à ce moment-là, on peut vous recevoir. Mais si vous commencez déjà à dire on va le chasser, on va le sortir, on va faire ceci, et vous venez avec des revendications en faisant la guerre, en balançant les œufs à tout le monde, on ne vous recevra pas. Est-ce que justement cette attitude de se braquer qui aurait amené justement à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. On se souvient quand les revendications avaient commencé, revendications sociales et d'ordre corporatiste, on a vu la même attitude de la part du gouvernement qui n'avait pas voulu échanger au départ avec des avocats d'expression anglaise, des enseignants et syndicalistes et ces jeunes qui avaient manifesté dans les rues de Bamenda dénonçant l'enclavement de la capitale régionale du nord-ouest. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reproduire le même schéma face à une diaspora qui chaque année se radicalise selon vos propres termes? Vous sautez les dates, parce que la vérité est historique. Je peux vous dire, Chap n'était pas invité, un certain nombre d'avocats étaient invités par le garde des Sceaux, je me souviens, en novembre 2016. Donc il y avait des bâtonniers, le conseil de l'ordre, un certain nombre d'avocats anciens. Peut-être on estimait qu'ils avaient quelque chose. Moi-même, je suis un ancien et avec assez relativement respecté. Et le garde des Sceaux m'avait invité et avait reçu la totalité des avocats qui faisaient la revendication. Et une revendication qui était, à mon avis, ils avaient tort. La première chose qu'ils ont fait, ils ont défilé en robe, alors qu'ils n'ont pas le droit de défiler en robe. Ils le savent. Nous avons des règles de déontologie professionnelle. Il y a des règles de déontologie. En Tunisie, excusez-moi. En France, même en France, non, excusez-moi. Manifestent en robe. Non. Il dit même en France. La première chose, vous êtes dans un ordre. L'ordre des avocats peut prendre la décision de le faire. L'ordre national du Cameroun n'a pas pris de décision pour que les avocats puissent le faire au niveau du sud-ouest. Bon, ça c'est déjà des problèmes d'ordre déontologique. Si l'ordre des avocats en France, à Paris, décide de défiler, ils défilent en robe. Moi-même, j'ai défilé en robe en France. Sous les ordres, c'est les résolutions prises par le bâtonnier. Et à l'époque, je me souviens, c'était pas le bâtonnier Stasi, mais je crois que c'était le bâtonnier Mollet-Vieilleville. Bon, donc si vous avez des bâtonniers qui prennent les résolutions, venez en robe. La deuxième chose, nous avons été reçus. Les avocats s'étaient trompés. Ils pensaient que l'acte uniforme OADA n'était pas traduit en anglais. Ils faisaient le 24, le quotidien n'était pas en anglais, etc. Ils disaient n'importe quoi.
et que c'était même pas... Et je me souviens... C'était pas traduit. C'était traduit. C'est à la suite de leur manifestation de manière rapide, le ministre de la Justice a saisi le secrétariat de l'OADA. Laisse-moi te qui a faire... mis à la disposition du ministre de la Justice. Non, laisse-moi te faire un rappel. Les versions traduites. Dès 1994, le gouvernement camerounais l'avait traduit. Ce qui s'est passé lorsqu'on fait la traduction, pour arriver maintenant à l'OADA, il faudrait qu'il y ait le conseil des ministres qui se réunisse, et à ce moment-là, et que le secrétaire, ce qui s'est passé par la suite. Mais le gouvernement camerounais en lui-même, et ça c'est connu, si tu avais voulu savoir ce qui s'est passé, dès 1994, il suffit de demander au directeur de la législation que tu connais bien, M. Kenfak, qui te donnera le texte. Donc il ne faut pas dire que ça n'a pas été traduit. Oui, mais avant 2016... cette version n'était pas vulgarisée. Les anglophones étaient ignorants. Je dis que ce qui concerne l'OADA, ça se passe au niveau du Conseil des ministres, et il y a, je crois, les 15 ou 16 pays, et c'est comme ça que ça se passe. L'autre chose qui était, vous savez que Moïse Kamto avait représenté le gouvernement, s'agissant de l'OADA, je pense que c'était en octobre... je crois 2000, si je me trompe, peut-être 8 ou 2004, il avait représenté le gouvernement camerounais sur les traductions. Il avait demandé, d'ailleurs, c'était lui qui était ministre délégué, qui avait déclaré qu'il faut faire la traduction. Il l'avait fait, et il avait demandé, et il est parti pour le demander. Donc c'est marqué dans les livres, s'il faut voir l'historique du terme. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faudrait pas penser que le gouvernement camerounais veut se braquer. Le président Biya lui-même a dit qu'il est mendiant de la paix. Vous voyez quelqu'un qui... C'est comme un homme... Le président Biya, c'est un homme pacifique. Vous le regardez comme il est. C'est un monsieur tranquille, qui ne cherche pas noise, et qui d'ailleurs, et Capi le sait, il n'y a jamais eu d'exécution d'un condamné à mort. Depuis que le président Biya est là, il a toujours refusé de le faire. C'est un monsieur qui est pacifique. Donc que vous ayez de l'autre côté une opposition qui est, j'allais dire, qui pense que c'est par la force. C'est-à-dire, au lieu de... Le droit, c'est pas la force. C'est la force du droit. Oui, attention. Quand l'opposition n'a pas le moyen de s'exprimer. Le moyen de s'exprimer, c'est vous allez aux élections, vous gagnez. Si vous n'avez pas les moyens, mais parti... là, Maître Pincy, vous commencez à prendre un aide de dictateur lorsque vous réduisez le cadre d'expression des partis politiques. Non, vous le limitez aux élections, alors que les partis politiques aimeraient également manifester, tenir des meetings. Mais à l'Assemblée, nous ne sommes pas élus. Puisque nous avons demandé à ce que la question anglophone soit inscrite au débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez accepté d'inscrire la question anglophone au débat à l'Assemblée nationale? Votre déclaration liminaire, vous avez dit qu'il y a une manifestation qui est en train de se passer à Bafoussam. Je ne sais pas si elle a été autorisée. Ouais, mais attends, mais c'est ce que vous avez... Mais là, vous nuancez. Vous avez dit que je ne sais pas si elle a été autorisée. Vous avez dit qu'il y a une manifestation qui va avoir lieu. Je regrette de ne pas m'y être. Je suppose qu'elle a eu lieu. Vous dites que les manifestations ne se tiennent pas. Elles se tiennent. Les manifestations ne se tiennent pas lorsque des gens pensent qu'ils veulent être des malins. C'est-à-dire, vous dites, bon, je vais manifester dans la paix, mais derrière, vous ne contrôlez pas un certain nombre de personnes qui sont derrière, qui se mettent à casser. C'est ça qu'on craint. Le jour où vous allez avoir des manifestations réellement pacifiques, mais pas les manifestations où vous allez faire des revendications et porter atteinte aux commerçants, aux Camerounais qui investissent de l'argent, à ce moment-là, on va vous autoriser. Donc, il y a un changement également au niveau de comportement. J'appelle l'opposition à avoir un comportement de responsable pour que la position évalue. Parce qu'effectivement, les textes disent qu'il y a la liberté de le faire. Mais on sait tout simplement que lorsque la liberté, il y a des gens qui pensent qu'il faut braver. Comme le pouvoir ne peut pas arriver par les urnes. Et c'est Binyam qui l'a dit. Il a dit, nous, on va commencer à faire des revendications. Et il a fait une erreur tout à l'heure en parlant de Cuba. Tout le monde sait que le gouvernement Cuba est combattu par les États-Unis et que ça, à l'intérieur, c'est les États-Unis qui financent l'opposition cubaine. À l'intérieur, ils ont commencé à faire ça avec Che Guevara, vous le savez, dès le début, lorsque Batistuta est parti. Donc, au point de vue historique, les États-Unis veulent toujours financer l'opposition
cubaine, et c'est tout à fait normal que l'opposition cubaine se trouve à quelques pas de Cuba, à Miami, qui a avec quelques encablures. Donc il ne faut pas parler de quelque chose qui est tout à fait différent. Le Cameroun... On a parlé de manifestations, si vous permettez. Non, laissez-moi. On n'a pas dit que ce sont les pro-américains qui manifestent. On a dit, dans la diaspora cubaine, il y a deux tendances. Il y a une diaspora qui est pro-régime cubain, et il y a une diaspora qui est pro-américaine. Mais les deux tendances sont libres de manifester sur le sol américain. Le principe du contradictoire. Je vous en prie, je vous en prie, Pierre-Emmanuel. Réagir en faveur de le principe. Je vous en prie, Pierre-Emmanuel. Le principe du contradictoire, c'est de me laisser répliquer, même si vous n'êtes pas content. Non, c'est juste une précision. Non, la précision est simple. Lorsque vous dites que le président Biden a dit qu'il va financer ceci, va financer cela, ça démontre effectivement que de l'autre côté, le régime américain n'est pas content de Cuba et va faire des financements multiformes. Ça, ce n'est pas un problème, ça ne me regarde pas. Je voulais donc vous dire que votre exemple n'est pas bon. Et le Cameroun n'est pas Cuba. Et le Cameroun, c'est un pays indépendant qui est ami avec les États-Unis, la Russie, la Chine et tout le monde. Et c'est un pays qui est respecté. C'est vous qui pensez, et c'est pour ça que je voulais le terminer par là, pour dire que il faut qu'on fasse très attention. Moi, à une certaine époque, là, je vais vous dire une chose. Par rapport au débat que nous avons ici, j'ai vécu 3-4 jours ces derniers temps à l'hôtel des députés, avec pas mal de députés, dont des députés de l'opposition. Permettez-moi de vous dire, mon cher Lavoisier, que j'ai vu une amitié rare entre les députés de l'opposition camerounaise et les députés du RDPC et les autres, qui étaient en train de boire des verres ensemble. Ils sont même allés à Sarmélima pour fêter. Je ne voudrais pas citer les noms des gens ici pour pleurer. C'est pour vous dire que les revendications que nous avons ici, que nous faisons ici, ne sont pas les mêmes qui se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale. Mais les amitiés entre personnalités de la République n'occultent pas la bonne marche du pays et les revendications. Et même, grand frère, vous savez que les députés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que vous avez reçus vivent désormais à Yaoundé et ne peuvent pas rentrer chez eux. Vous le savez ça au moins. Ça, c'est un autre problème. Et deuxièmement, et même la maison de Madame a été... Voilà, ils peuvent bien boire à Yaoundé. Ça brûle chez eux. Et puis deuxièmement, vous savez que aucune manifestation de l'opposition n'a jamais dégénéré au Cameroun. Aucune. N'a jamais dégénéré. Non. On n'a jamais autorisé une manifestation d'un parti politique de l'opposition et on a vu des casses. Ça ne s'est jamais fait. Mais systématiquement, le pouvoir a le gène de l'interdiction. Si bien que si dès qu'on voit la demande, vous évoluez, ça va changer. Alors justement, pour réagir à cette actualité, j'aimerais que Pierre-Emmanuel Bignam, autant pour moi, s'exprime sur cette question de l'attitude de l'opposition face au pouvoir en place au Cameroun. Vous devez changer de logiciel, de paradigme pour favoriser une autorisation de marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce conseil venant de militants du RDPC? Bon, je remercie Maître Pensy pour ce conseil qu'il donne à l'opposition camerounaise. Mais sauf qu'il est en train de faire ce que un roi avait l'habitude de faire en Israël, dans l'histoire de la Bible. Ce roi-là n'aimait pas quelqu'un qui lui disait quelque chose qui est contraire à son avis, un avis contraire à ce qu'il pense ou ce qu'il voudrait faire. Et ce roi avait face à lui un prophète qui s'appelle comment? Et des prophètes. Et ce prophète-là était le seul qui, chaque fois se présentait devant lui, lui disait des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la multitude des prophètes lui a dit. Un jour, il y avait une question qui brûlait sur la société israélienne. Il a fait appel à tout le monde, à tous les prophètes, ses conseillers. Ils lui ont donné la même version en lui disant « Oh roi, il faut aller en guerre, Dieu est avec toi, voilà, c'est bon et tout. » Quand on a appelé ce prophète-là, ce contradicteur, le roi lui a posé la question « Qu'est-ce que tu penses de cette question ?» Il a répondu au roi « C'est bon, tout est bon, comme ceux qui m'ont précédé ont indiqué. » Le roi était étonné. Il lui a dit « Mais
depuis quand est-ce que tu me donnes un avis similaire à celui des autres prophètes? Le roi était inquiet. Le prophète a voulu quitter le roi. Il a insisté que le prophète ne parte pas du palais. Qu'il lui disait la vérité. Il lui a dit, toutes les fois que je t'ai dit la vérité, tu m'as pris, tu m'as jeté en prison. Et parfois, je me suis exilé d'Israël. Aujourd'hui, je te dis donc la vérité. Fais ce que les autres prophètes ont dit. Mais, intérieurement, le roi était troublé parce qu'il sentait que ce que Michée vient de dire n'est pas la vérité. Il a insisté. C'est en ce moment que Michée lui a dit la vérité. Donc, le RDPC ne peut pas dicter un comportement à l'opposition. Parce que c'est ça qui a amené le fait qu'aujourd'hui, le RDPC a une opposition qui est sa propriété. Nous ne pouvons pas avoir un calendrier de comportement, de revendication, de protestation qui est dicté par le RDPC, parti au pouvoir. Non. Sinon, nous ne serons plus l'opposition. Ils ne peuvent pas nous dire comment est-ce qu'on doit manifester, quand est-ce qu'on doit manifester, pour quel sujet on doit manifester. Tant qu'il y a la malgouvernance, tant qu'il y a la souffrance, ils ne sont pas en train de résoudre les problèmes fondamentaux auxquels les Camerounais font face. La famine, la souffrance, le manque de formation sanitaire. Le problème de santé se pose au Cameroun. L'eau, l'électricité. J'ai l'habitude de dire qu'à Douala, parce que je ne parle pas des zones reculées, rurales, je dis à Douala, les Camerounais meurent de choléra pour manque d'eau potable. À partir du moment où le gouvernement n'arrive pas à résoudre ces problèmes, à mettre un terme à la crise anglophone, qui est en train de décimer des milliers de Camerounais, vous voulez nous dicter, nous l'opposition, comment est-ce qu'on doit protester? C'est la dictature, maître. Et si vous voulez effectivement être démocrate, laissez-nous nous exprimer. Ce sont des lois constitutionnelles. Nous avons le droit à la liberté d'expression. Encadrer ces protestations-là par la loi, à travers la police, la gendarmerie. En Côte d'Ivoire, on a vu récemment, lors des dernières élections présidentielles, quand l'opposition voulait se manifester, on leur donne des stades. Parce que sur les déclarations de manifestation publique, les itinéraires sont souvent indiqués au sous-préfet. Si les itinéraires sont indiqués au sous-préfet, qu'est-ce qui lui coûte d'envoyer la police encadrer ces itinéraires et montrer une limite, c'est-à-dire une fin, un début et une fin de la manifestation, selon que les itinéraires sont indiqués sur les déclarations de manifestation publique? Ce n'est pas la magie que de le faire mettre. Comment vous envoyez au stade alors? Envoyez-nous même au stade, on n'a pas de problème. Envoyez-nous au stade, on n'a pas de problème. Nous ne casserons rien. Par exemple, la manifestation du 22 septembre dernier, aucun commerçant ne s'est plaint d'aucune casse. Il y avait la marche. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu, effectivement. C'est pour cela qu'il y a eu plus de 600 arrestations. Plus de 600 arrestations lors de cette manifestation que le RDPC a qualifié d'échec. Elle a connu un succès retentissant, malgré que nous avons eu des situations déplorables dont nous continuons de payer aujourd'hui. Nous avons les cadres politiques de notre parti qui sont toujours embasillés dans des prisons, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, un peu partout. Donc je veux dire que le gouvernement et le régime du RDPC n'a pas à nous dire comment est-ce qu'on doit manifester notre mécontentement sur leur malgouvernance, mais leur rôle, ou le rôle des pouvoirs publics, c'est d'encadrer cette protestation-là. Alors, il y a eu maître Emmanuel Pincy, cette attitude du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Dans son dernier rapport, il a exhorté le gouvernement à tendre la main à la diaspora afin de régler de nombreux problèmes sous-jacents concernant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais également la situation sociopolitique au Cameroun. Pensez-vous que c'est l'attitude que devrait adopter le gouvernement au regard de ces multiples protestations lors des séjours du chef de l'État en Europe, lors des différentes sorties de la diaspora
aux États-Unis, qui a obtenu un certain nombre de pressions sur le gouvernement camerounais. Faut-il discuter avec cette diaspora? Non, mais je crois que le président, quand il va en Europe, n'a pas l'habitude de recevoir toute l'opposition. On ne sait même pas qui c'est, qui ne sont pas représentatifs, pour pouvoir discuter des problèmes qui concernent le Cameroun. Le dialogue s'est fait ici, d'ailleurs. Les membres de la diaspora sont arrivés. Je voudrais d'ailleurs dire, contrairement à ce qui est dit ici, que des progrès très importants ont été faits au niveau du NOSO. Vous avez d'ailleurs eu cette commission qui est présidée par l'ancien gouverneur de Douala, qui permet... L'ancien gouverneur du littoral. Qui permet d'avoir... Comité de désarmement, démobilisation, réintégration. Les gens sont arrivés. Et actuellement même, il y a... Dans le NOSO, il y a des gens qui veulent que... Parce que ça s'est transformé. Hein. Il y avait un certain nombre de personnes qui faisaient des revendications politiques. Ça a évolué maintenant. Vous avez ce qu'on appelle des bandits armés. Avant, il y avait des bandes armées qui faisaient tout simplement pour des revendications, mais elles faisaient par les armes. Ce qui était une infraction qui relève du code de justice militaire. Donc vous ne pouvez pas, parce que vous voulez arriver au pouvoir, prendre des armes. Ça n'existe pas. Aucun pays ne l'accepte. Bon, donc, on va combattre cela. De l'autre côté, et on l'a vu d'ailleurs, ces derniers jours, il y a 2000 prisonniers qui sont évadés du Nigeria. Certains rentrent au Cameroun parce que, vous savez, nous avons une frontière avec le Nigeria de 1960 km, pas 2000, c'est 1960 km. Ça, c'est le général Semengue qui me l'avait dit. Et que c'est pour eux. Donc, il y a des armes qui arrivent, qui sont financées par les gens qui sont à l'extérieur, et les villageois même n'en veulent plus, puisque on est en train, le gouvernement a mis de l'argent pour aider un certain nombre de personnes dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, en finançant un certain nombre d'activités. Qui, plus que le gouvernement, voudrait qu'il y ait la paix? Le gouvernement souhaite qu'il y ait la paix. Le gouvernement ne veut pas la guerre. Et je peux vous assurer que des milliards et des milliards sont investis pour que, dans le sud-est de l'honneur, que ça se passe. Donc, il ne faut pas rallumer le feu. Nous tous, nous voulons que ce soit la paix. Moi, j'allais chez mes amis, les Mouna, à Bali, j'allais là-bas. Je ne suis pas allé à Bamenda depuis très longtemps. Ces jours-ci, je ne vais même pas au sud-ouest. Je n'arrive pas à y aller parce que lorsque vous prenez la route Muyuka pour aller à Kumba, c'est une seule route qui est là, qui pose un problème et que vous pouvez être attaqué à droite ou à gauche. Donc, ça me pose un problème. Je voudrais que ça se passe. Vous savez, de l'autre côté, moi je suis Sawa, mais de l'autre côté, vous avez les Bakouri qui sont également Sawa. Le Premier ministre lui-même, il est Sawa. De Bankon, ah bon. Donc, ce sont nos frères qui sont là-bas. Donc, rien que moi je voudrais qu'il y ait la paix demain, tout de suite. Et ça me ferait plaisir que ce soit en paix. Et de même, tout à l'heure, Edmond, tu as fait une erreur, je ne sais pas, pour Carabi. L'une des villes que je préfère le plus ici, c'est Banganté. Moi, je vais à Métia. Je suis ami avec le chef. Donc, j'adore le Cameroun. J'ai mes amis qui sont au nord. Vous comprenez, j'étais très bien avec la famille Ayatou. Le Premier ministre Sadou, c'était mon grand frère. Donc, je ne peux pas comprendre. Je suis moi-même né à Yaoundé, à Angola. Donc, je connais très bien. Mon père a été médecin à Ebolova et tout ça, qu'on appelait Eboloware. C'est-à-dire le pays des chimpanzés sauvages, parce qu'à l'époque pourri, il y avait des chimpanzés là-bas. Donc, c'est ça le nom de Ebolova. Donc, quand moi, je suis quelqu'un qui adore le Cameroun, donc, quand vous me parlez de ce que veut le représentant du secrétaire des Nations Unies, mais il enfonce une porte ouverte. Tout le monde voudrait que ça se passe comme ça. Et je crois que le plus grand désir du président de la République, c'est qu'il y ait la paix partout. Alors, justement, Maître Lavoisier de Sapi, le plus grand désir du chef de l'État, c'est qu'il y ait la paix. Mais avez-vous le sentiment que tout est mis en œuvre pour parvenir à cette paix, pour régler les problèmes urgents que rencontrent les Camerounais? Je ne sais pas si le président camerounais aime la paix, on ne le voit pas. Maître Pensi ne donne aucun exemple. Mais si, j'ai donné des exemples. Prouver que le président Paul Biya veut la paix. Parce qu'il ne suffit pas de dire que les milliards qu'on a mis dans le nord-ouest et le sud-ouest pour qu'il y ait la paix, on ne le voit pas. Quoi? C'est peut-être de l'argent qui est en train d'aller dans les poches des gens, des gens du régime. Moi, je ne vois pas. La route Babadjou-Bamenda, jusqu'aujourd'hui, elle est impraticable. Pratiquement, le nord-ouest est coupé en deux. On ne la voit pas. Moi, je pense que le président Paul Biya
Il faut que les Camerounais apprennent à se reposer. La charge de l'État est une charge lourde. Il faut reconnaître que le président est fatigué et qu'il doit se reposer. Lui-même a intérêt à passer plus du temps à voir ses enfants. Les derniers jours qui lui restent, il doit encadrer sa famille. Il doit se reposer. Le Cameroun vit cette situation à cause de ce que il y a une gérontocratie qui s'est apparue du pouvoir. Regardez le président du Sénat. Pourquoi on inflige des atroces, des souffrances aussi atroces à ce monsieur qui ne mérite que de se reposer, qui ne peut plus se tenir debout? On lui impose d'être président d'une lourde machine comme le Sénat. Donc vous êtes comme les gens âgés, quoi. Vous êtes contre. Oui. Moi, je dis que le Camerounais doit apprendre à se reposer, l'Africain. Il y a un âge pour gouverner, il y a un âge où on a la lucidité, il y a un âge où on n'a plus de lucidité. Donc, à cause de cette indisponibilité du chef de l'État, le Cameroun est à l'abandon. Et chaque ministre fait ce qu'il veut. On a discuté dernièrement sur la délégation de pouvoir, la délégation de fonctions, etc. Le Cameroun n'est plus gouverné. Et c'est pour ça que nous voyons tout ce qui se passe là. Donc, dire que le chef de l'État est un homme de paix. Un homme de paix, c'est d'abord un homme de dialogue. Vous ne pouvez pas dialoguer dans la fourberie, comme le grand dialogue national. C'était une fourberie, ce n'était pas le dialogue. Et le chef de l'État n'était pas là. Il se fait à tout le moment, à tout le temps représenté par le Premier ministre, représenté par tel ministre. Ça fait, depuis 92, ça fait près de 30 ans que le président de la République n'a pas mis pied à l'Ouest Cameroun. Depuis 92, il n'a plus jamais mis pied à l'Ouest Cameroun. Il n'a pas visité les populations de l'Ouest Cameroun. Vous ne pouvez pas être un homme de dialogue, un homme de paix si vous ne parcourez pas votre pays pour voir quels sont les problèmes, qu'est-ce que vous pouvez faire, recevoir les autorités traditionnelles, recevoir les autorités administratives, recevoir les représentants de la société civile, prendre le pouls du pays. Si vous ne le faites pas, vous êtes un homme de paix comment? Donc je ne vois pas cette paix-là. Moi, je pense qu'il faudrait que l'opposition se batte pour qu'il y ait l'alternance dans notre pays, qu'on ait un gouvernement plus jeune, un gouvernement plus représentatif, un gouvernement plus patriotique qui va penser d'abord à servir les populations et pas autre chose. Edmond Kamgia, lorsqu'il y a autant de tensions dans le camp du gouvernement, dans le camp de l'opposition, et avec des activistes qui se mobilisent à chaque fois que le président se déplace, que faut-il faire pour détendre l'atmosphère? Il faut dire, dans un contexte comme celui-ci, où les tensions sont fortes, où la guerre continue dans le nord-ouest et le sud-ouest, où la guerre se poursuit par des attentats, certes occasionnels, contre Boko Haram dans l'extrême nord, où malheureusement le Cameroun a ce poids de garder dans ses prisons plus de 150 prisonniers politiques. Je m'interroge d'autant que au mois de septembre prochain, je me demande qu'est-ce que le Cameroun va dire à l'Assemblée générale de l'ONU. Il serait souhaitable qu'au moment où le Cameroun va se présenter, le chef de l'État va prononcer son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, que ce soit de manière physique ou virtuelle, comme par rapport au coronavirus et généralement de façon virtuelle, il faudrait qu'il dise par exemple que j'ai libéré plus de 155 prisonniers politiques. Il faudrait que le Cameroun se décharge de ce poids-là, libère les prisonniers politiques. Il faudrait que le dialogue actuel, non, je précise, il faudrait que les discussions, les contacts préliminaires qui ont commencé il y a 1 an entre le gouvernement et les sécessionnistes, qui sont au point mort, soient relancés. Il faudrait également qu'au moment où les activistes camerounais manifestent à Genève, vous savez, il y a le Palais des Nations là-bas, et c'est là-bas que se tient le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il faudrait qu'au moment où le Cameroun va s'expliquer sur les violations des droits de l'homme, qu'il soit déchargé d'un certain nombre de problèmes inutiles. Libération de prisonniers politiques, libération, par des arrêts de poursuite notamment, également, pour des prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Parce que je ne sais toujours pas ce que fait Ngalim, Mancho BBC et beaucoup d'autres personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone en prison depuis 2016. Beaucoup n'ont pas été jugés. Il faudrait qu'ils soient relâchés, qu'ils soient libérés, que les discussions avec les sécessionnistes se poursuivent et que ce dialogue qui est recommandé non seulement par les formations politiques, dialogue inclusif qui est recommandé non seulement par les formations politiques, mais aussi par les associations de la société civile, par les pays amis, y compris
le Parlement européen, dans son dernier texte de 2019, ses dernières recommandations, mais surtout les États-Unis, qui à travers le Congrès, à travers la Chambre, le Sénat, la Chambre des représentants, toutes les propositions, résolutions qui ont été proposées, qui visent à résoudre la crise anglophone, que le gouvernement prenne tout cela en compte et fasse tout un bilan pour qu'au moment où il doit se prononcer à l'Assemblée générale de l'ONU, comme pour une éventuelle rencontre, discussion au niveau du Conseil de sécurité, que le Cameroun se sente plus allégé, plus soulagé et ait moins de récriminations quand il faudra discuter avec les pays amis qui sont à l'Assemblée générale de l'ONU ainsi qu'avec les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kamga et Maître Emmanuel Pincy, d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie également, Messieurs Pierre-Emmanuel Bignam et Maître Joseph Lavoisier de Sapi, d'avoir participé à ces échanges. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision. Le débat était très intéressant. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rend